Bonjour et bienvenue dans ce nouveau GCN Show. Comme vous le voyez, je suis tout seul et c'est encore une fois pour une bonne raison, puisque Maxime se prépare pour la Traka, une célèbre course de gravel, d'où il reviendra avec beaucoup d'aventures, on l'espère, la bagarre pour la victoire et surtout du beau matos et du nouveau matos. Bref Max, prépare-toi bien, reviens-nous en forme et surtout avec du succès et nous on lance le GCN Show. Et pas mal d'actualités cette semaine. Bien sûr, il y a la fin de la campagne des classiques et surtout les Ardennaises, mais il y a aussi l'Amérique et les nouvelles taxes, le bilan du baromètre du marché du cycle 2025, des résultats, plein d'autres choses. Bref, il y a de quoi faire, on a du pain sur la planche. Et on attaque avec les résultats des Ardennaises. On a vu mercredi la Flèche Wallonne avec la célèbre arrivée au sommet du mur de Huy. On a vu la victoire de Tadej Pogačar impérial devant le français déjà deuxième l'an passé Kevin Vauquelin, encore une fois éblouissant. Et troisième, Tom Pidcock, le vainqueur sortant, donc un podium de qualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Chez les femmes, on a vu Puck Peters l'emporter, il faut dire assez facilement, elle aussi aérienne sur l'ascension du mur de Huy. Elle a devancé Demi Vollering de l'FDJ Suez et Elisa Longo Borghini de la Team UAE Team ADQ. Et sur Liège, on prend pas tout à fait les mêmes, en tout cas on prend le même vainqueur chez les hommes puisque là encore Tadej Pogačar l'a emporté en solitaire sa spéciale. Il a devancé Giulio Ciccone, excellent le grimpeur italien et d'ailleurs excellente campagne des classiques de l'ensemble de l'équipe Lidl Trek, que ce soit sur les Flandriennes, là on est habitué, mais aussi sur les Ardennaises où ils ont été brillants puisque bien sûr Skelmoge avait gagné l'Amstel Gold Race, cette fois-ci Ciccone termine deuxième et Ben Eli termine troisième pour la IF Education First. C'est son premier podium sur un monument. Il faut dire qu'il tournait autour parce qu'il nous a montré une sacrée forme sur cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on retient chez les femmes, pardon, c'est Kim Lecourt qui remporte son premier monument, elle, la championne de l'île Maurice, et qui devance Puck Peters, toujours étincelante mais battue de peu dans le final, et Demi Vollering, troisième, encore placé mais pas vainqueur sur cette semaine ardennaise. Et alors chez les hommes, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien je vais vous poser une question. Est-ce que la danseuse est morte? Oui, en effet, on a vu Tadej Pogačar gagner au mur de Huy, donc c'est un pétard à plus de 20%, là où on a justement envie de se mettre en danseuse et d'arracher le vélo dans tous les sens. Lui, il est parti, posé, assis, bien gainé, et en quelques coups de pédale seulement, il a su faire la différence. Il a évoqué à l'arrivée deux choses. La première, c'est que c'était mouillé, ils ont des conditions météo exécrables sur l'ensemble de la course, et qu'en danseuse, il aurait pu glisser, et donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait, et que aussi, la danseuse lui fait perdre de l'énergie. Voilà, le fait de devoir bouger le vélo, de solliciter plus de masse musculaire, fait perdre de l'énergie, que donc il ne voulait pas en perdre et être le plus efficace, le plus efficient possible. Et on l'a revu faire la même chose, mais sur le sec cette fois-ci, à Liège-Bastogne-Liège, notamment dans la Redoute, il part là encore assis en position chrono. Il est presque plus aérodynamique quand il attaque en bosse que sur le plat. Il est vraiment les coudes pliés et on voit la force, le travail du bassin, c'est assez impressionnant à regarder, surtout c'est assez impressionnant la différence qu'il fait en quelques coups de pédale. Alors je me suis un petit peu renseigné, j'ai cherché ce que les études scientifiques disent et il y a notamment une étude d'Anthony Bouillot qui a été réalisée sous la houlette de Fred Grapp qui compare les coûts économiques de la position en danseuse et de la position assise. Alors c'est une étude pas compliquée mais en tout cas très complète qui étudie notamment alors l'efficacité mécanique. L'efficacité mécanique, donc c'est ce qui ressort sur les pédales, donc vraiment l'énergie qu'on va pouvoir transmettre aux pédales, qui est meilleure en danseuse. En fait, ça paraît assez intuitif puisque comme on se lève, on utilise le poids de son corps pour appuyer sur la pédale et donc forcément on transmet plus d'énergie. Mais il y a un petit hic, alors certes il y a une meilleure efficacité énergétique, mais il y a un moins bon coefficient de roulement, j'ai appris ça, le fait d'appuyer sur le pneu et de le faire bouger, finalement ça augmente la friction avec la route et donc on perd de l'énergie à cet endroit-là, mais sur l'ensemble on en gagne d'un point de vue purement mécanique. Donc se mettre en danseuse, c'est mécaniquement plus efficace. En revanche, c'est plus coûteux énergétiquement. Donc là, Tadej Pogačar avait raison. Ça coûte plus d'énergie puisque ça augmente notamment la contribution du système anaérobie, peut-être parce que nos bras sont moins entraînés et du coup moins endurants, ou parce que c'est sur des moments où bien souvent on a besoin d'un surplus d'énergie type sprint ou attaque et que donc on va solliciter davantage le système anaérobie qui sont plutôt les fibres rapides, explosives, et donc ça augmente cette contribution-là. Donc l'efficacité de notre production d'énergie est moins bonne, mais par contre l'efficacité mécanique est meilleure du fait qu'on se lève. Bref, pas de vrai consensus sur est-ce qu'il faut être assis ou en danseuse. Il semblerait qu'il y ait également beaucoup de différences individuelles. À noter que dans l'étude d'Anthony Bouillot, l'aérodynamisme n'était pas pris en compte, et évidemment lorsqu'on se met en danseuse, qu'on se lève, qu'on se dresse face au vent, on dégrade notre aérodynamisme. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, en sachant que Pogačar, même dans la Redoute, il monte à plus de 30 km/h.
c'est lunaire, mais du coup, forcément, l'aérodynamisme rentre en compte, donc peut-être que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il reste assis, puisque finalement, peut-être que sa balance aérodynamisme et efficacité mécanique est meilleure quand il est assis, puisqu'il monte à des vitesses absolument incroyables. Moi, je vais continuer à faire ce que je peux, notamment dans des pentes comme la Redoute ou la Roche-au-Faucon. Je verrai bien comment ça passe parce que j'ai pas vraiment le choix. Allez, ça c'était pour les courses tant du côté des femmes que des hommes. À venir bien sûr très bientôt le Giro et plutôt le début des courses par étapes cette fois-ci. Encore de belles choses à venir. Et peut-être le retour d'un duel Evenepoel-Pogačar, parce qu'on a vu le jeune Belge à son avantage pour sa reprise, même si sur Liège il est un peu craqué. Il est très en jambes malgré un hiver contrarié par sa blessure. On a hâte de voir la suite et on voit que chez les femmes c'est de plus en plus dense, de plus en plus homogène et que finalement il est très difficile de prédire qui va gagner et même qui va faire un podium. Donc c'est très excitant pour le mois de mai, le mois de juillet et le mois d'août. Vous me voyez venir avec les grands tours et les Tours de France qui arrivent. Sinon, un petit peu moins drôle, tout aussi complexe, ça nous vient des États-Unis et pour une fois c'est pas forcément une bonne nouvelle puisque sans faire de politique, on sait tous que Donald Trump a imposé de nouvelles taxes à tous les produits qui viennent pas des États-Unis, qui viennent de l'étranger, et notamment une taxe jusqu'à 30% à l'importation sur les produits asiatiques, et c'est à l'importeur de payer cette taxe. Le but, vous le savez, c'est d'inciter les entreprises à travailler local, à travailler américain. Évidemment, ça a un impact considérable sur le marché du cycle, puisque de très grandes marques leaders sur le marché du cycle, comme Specialized ou Trek notamment, qui sont très suivies dans les tendances, sont des marques américaines, sauf qu'elles ne produisent pas leurs vélos en Amérique, pour plusieurs raisons. La première, comme pour tout le monde, c'est pour baisser le coût de la main-d'œuvre et parce que le savoir-faire n'est plus réellement présent aux États-Unis. C'est aussi un petit peu vrai en Europe, même si bien sûr il y a des exceptions et des artisans qui bossent extrêmement bien, mais pour la production de masse, c'est compliqué. Et aussi, il y a une autre raison très importante, c'est que la matière première, donc le carbone essentiellement, mais aussi l'aluminium et l'acier, ne viennent pas d'Europe ou des États-Unis, ils viennent principalement d'Asie, et ça tout simplement, on ne produit pas de carbone ailleurs qu'en Asie, ou vraiment très peu par rapport à la production asiatique. Donc même si des grandes marques comme Trek ou Spe décidaient de relocaliser aux États-Unis, alors ça aurait un coût énorme, ça aurait aussi, il faudrait reformer énormément de monde, reconstruire des infrastructures, donc ça prendrait du temps, et surtout dans tous les cas, la matière première, elle, sera toujours importée, donc il y aura toujours cette taxe à payer à un moment donné, et bah forcément, il faut bien que quelqu'un paye à un moment donné, comme toujours, c'est le consommateur. Alors les géants comme Trek ou Specialized essayent de maintenir les prix assez bas, même si, comme on a pu le voir, ça a été évoqué par nos collègues anglais, chez Specialized, on ne fait pas de chichi, 10% d'augmentation sur toute la gamme, sur tous les vélos. Chez Trek, en revanche, on essaye de contenir un petit peu ça, l'augmentation que sur les vélos très haut de gamme. On essaye de maintenir le parc notamment de vélos de ville, de vélos électriques à un prix le plus bas possible malgré cette augmentation. Mais il semblerait qu'on va devoir quand même augmenter les prix. Alors c'est plutôt sur le marché américain, on ne sait pas encore l'impact que ça aura sur le marché européen, mais forcément si on va acheter des vélos américains, on va devoir les payer au prix où les Américains les fabriquent tout simplement. Donc ça risque d'avoir un impact sur le long terme, ça a déjà un impact très concret sur d'autres plus petites marques qui sont tout simplement en difficulté. Notre partenaire par exemple Silca voulait lancer un produit, une mini-pompe, un mini-compresseur dont on va parler plus tard. Ils ont dû retarder le lancement puisque tout simplement ils ne savaient pas comment ils allaient pouvoir fournir ce produit aux consommateurs et surtout à quel prix ils allaient devoir le mettre en fonction des taxes. Donc on espère que la situation avec les négociations en cours, etc., encore une fois pas de politique ici, ça va s'apaiser pour que nous, on n'ait pas à payer les taxes d'un autre pays et d'un autre marché puisque les prix des vélos sont, je pense, suffisamment élevés. On n'a pas forcément besoin de se rajouter 10, 20 ou 30% dessus. Et on bascule dans le monde du vélo, je viens de vous en parler, Silca lance ses Inflator en deux modèles, le Mini Inflator et le Ultimate Inflator. Le but c'est des petits compresseurs de poche, le but c'est de remplacer la cartouche, donc d'avoir la facilité d'utilisation de la cartouche de CO2 ou même du gros compresseur, mais en format de poche, donc ça remplace soit les cartouches, soit la mini pompe. L'idée c'est de gonfler sans effort, rapidement, mais sans gaspiller de cartouches à chaque fois et sans avoir à embarquer une pompe. Alors deux modèles, un petit qui fait l'équivalent de 4 cartouches de CO2, donc ça se recharge en USB et on peut utiliser l'équivalent de 4 cartouches. Crever 4 fois une sortie, c'est quand même pas de chance et ça permet aussi de gonfler le matin et d'avoir encore 2 crevaisons possibles, donc ça laisse quand même largement une journée d'autonomie. Et ceux qui veulent encore plus d'autonomie, donc il y a le modèle Ultimate, là c'est l'équivalent de 10 cartouches de CO2, donc économiquement 10 cartouches de CO2 ça fait quand même beaucoup de déchets et beaucoup à l'achat quand même, ça revient relativement cher. Et surtout 10 cartouches, il y a le temps de gonfler son vélo, celui du copain, de crever, de regonfler le lendemain.
Donc il y a de quoi faire. Un format, on peut voir sur leur site internet, sur la photo, la comparaison par rapport à un boîtier d'AirPods. Donc ça tient largement dans une poche ou dans une grosse sacoche pour l'Ultimate, une petite sacoche pour le mini bien sûr. Donc moi j'ai hâte d'essayer ça parce que je suis un adepte des cartouches, mais comme tout le monde, quand je crève, j'ai plus de cartouches, donc j'ai plus de balles de rechange. Il faut que j'aille en racheter. J'ai pas forcément envie de jeter en plus à chaque fois une cartouche en métal comme ça. Donc j'ai hâte d'essayer ces mini compresseurs. On en voit beaucoup de différentes marques. J'ai pas encore pu mettre la main dessus. Dès que ce sera fait, évidemment, je vous tiendrai au courant. Et si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à nous partager votre retour d'expérience. Toujours sur la planète vélo, il y avait la semaine dernière le salon Vélo in Paris. Et à cette occasion, donc c'est un salon du cycle à Paris évidemment, comme son nom l'indique, et à cette occasion, USC, donc l'Union du cycle français, donne son baromètre, c'est-à-dire un résumé chiffré du marché du cycle, notamment du commerce évidemment. Alors plusieurs choses évidemment, énormément de chiffres, plusieurs choses à retenir. Le marché du cycle en France, c'est 3,2 milliards d'euros, donc c'est quand même un marché qui est florissant et qui génère du chiffre et du mouvement, malgré une baisse par rapport à l'an passé de 6%, donc on est sur une tendance à la baisse depuis 2 ans. À noter par contre que sur une plus longue période de temps, c'est un marché, comme je l'ai dit, puissant et relativement en hausse, même si voilà, sur une échelle de 2 saisons, le marché baisse, notamment parce qu'il y a toujours ce phénomène de surstock post-Covid, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de disponibilité mais beaucoup de demandes, on a surproduit et maintenant on a de la disponibilité mais un petit peu moins de demandes. Il y a par contre certaines choses qui sont assez rares, donc bon, c'est pas idéal d'un point de vue purement technique et commercial. Mais par contre, il y a de nombreux signes positifs, c'est-à-dire que les Français roulent de plus en plus. On voit des métropoles comme Bordeaux par exemple, où la pratique du cycle a augmenté de 12%, quelle que soit la discipline. Donc c'est quand même assez important. Donc les Français roulent de plus en plus, il y a de plus en plus d'infrastructures, et il y a des marchés en hausse. Par exemple, les vélos cargo, c'est plus 5%. Un vélo cargo, c'est quand même très pratique, on peut tout faire avec. Évidemment, ils sont bien souvent électriques, parce que si on doit porter les enfants à les courses, mieux vaut avoir un petit moteur quand même. Mais on peut tout faire avec, et j'avais vu l'an passé à l'Eurobike des halls entiers que de cargo bike avec toutes les versions possibles et inimaginables, c'est très intéressant. Et assez étonnamment, j'étais surpris, mais agréablement surpris, la route et le gravel à eux deux sont en hausse de 33%, donc ça c'est absolument énorme. Donc il y a de plus en plus de monde qui se met à la pratique citadine et plutôt urbaine et de mobilité, mais il y a aussi de plus en plus de monde qui se met au côté aventure et purement sportif, donc comme vraiment un sport, au lieu d'aller à la salle, on va sur le vélo. Donc ça c'est quand même des signes qui sont très positifs, et de fait de cette force de frappe, c'est-à-dire de l'augmentation de la pratique du cycle, chez différents domaines, et aussi chez les femmes évidemment, et aussi en entreprise. Il y a de plus en plus d'entreprises qui achètent ou louent des vélos et qui mettent à disposition de leurs employés. Et donc face à cette tendance à la hausse et cette puissance finalement de frappe qui vient du terrain et de l'utilité, les syndicats, l'Union du cycle, poussent notamment auprès du gouvernement pour qu'il y ait des aides à l'achat des vélos. Donc ça c'est très intéressant pour nous consommateurs. De la même manière qu'il y a une aide pour l'achat d'une voiture électrique, ils proposent et ils demandent et même ils insistent pour qu'il y ait une aide à l'achat d'un vélo, quel qu'il soit, électrique ou non d'ailleurs, de façon à continuer à pousser la pratique du vélo qui, vous le savez, en tant que cycliste, finalement répond à tous les enjeux demain, que ce soit économique, écologique, tout simplement urbain, avec aussi une problématique de place dans les villes et de bruit, de nuisances, etc. Donc ça pousse dur pour l'achat des vélos, et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. On retourne du côté du cyclisme professionnel. Vous avez sans doute vu passer l'information dans la semaine, même si on a très peu de détails à l'heure actuelle. Ça fait déjà 2 ans maintenant que certaines équipes essayent de se regrouper sous forme d'une ligue fermée, un petit peu à l'image de la Formule 1 par exemple, ou même du football ou du baseball aux États-Unis. Donc vraiment une association d'équipes, d'entreprises, de franchises qui fonctionnent ensemble dans une ligue fermée. Ça s'appelle One Cycling, ça pourrait être annoncé juste avant le Tour de France pour un début dès 2026. Donc c'est quoi le principe? C'est donc cette ligue fermée avec principalement financé par l'Arabie Saoudite avec son fonds privé d'investissement qui mettrait 250 millions d'euros sur la table. Chaque équipe se verrait recevoir 1 million d'euros pour les hommes, 250 000 euros pour les femmes. On va nous expliquer cette différence d'ailleurs, mais bon. Cette ligue fermée donc, et qui s'associerait entre certaines équipes. Alors c'est quand même 11 des 18 équipes du World Tour qui seraient intéressées, donc c'est en termes de nombre, c'est quand même important, et c'est aussi des organisateurs de courses qui voudraient participer à cette liste, cette ligue. Et on a alors RCS, donc plutôt l'organisateur des courses italiennes, notamment le Giro et le Tour de Lombardie pour ce qui est des grands tours et des monuments, et aussi Flanders Classic. Alors ça c'est plutôt, comme son nom l'indique, les classiques belges, donc ça fait quand même 2 gros organisateurs de courses, et donc de grandes courses qui sont intéressés. Par contre, à noter que ASO ne fait pas partie de la ligue, mais c'est aussi pour répondre à ASO et à son, alors non pas monopole, parce que ASO organise le Tour de France, Liège-Bastogne-Liège, énormément de courses, et c'est sans doute l'organisateur d'événements sportifs le plus puissant au monde. Et donc pour répondre à ça,
et on essaye de créer cette ligue fermée du côté de tous les autres. L'idée, c'est de forcer un petit peu ASO et les organisateurs de course à redistribuer un petit peu les gains, à savoir qu'un organisateur de course, à part pour le Tour de France par exemple, est souvent à l'équilibre, voire déficitaire, mais c'est extrêmement dur de réellement gagner de l'argent sur une course. Donc demander à l'organisateur de reverser l'argent qu'il a gagné alors qu'il galère lui-même à faire son budget, c'est un petit peu bizarre de la part de ceux qui veulent faire une ligue fermée. Mais voilà, c'est un peu en réponse à ASO. Sauf que le fait qu'il n'y ait pas ASO, ça veut dire qu'il n'y a pas les toutes plus grandes courses du monde, notamment le Tour de France évidemment, dans cette ligue fermée. Donc c'est un frein majeur au développement de cette ligue, puisque ce que les gens veulent regarder, ce que les sponsors, là où les sponsors veulent investir, c'est principalement le Tour de France. Donc si le Tour de France ne fait pas partie de cette ligue, finalement, ça risque de pas changer grand-chose à ce qui se passe actuellement, d'autant que UAE et donc Tadej Pogacar et Alpecin et donc Mathieu Van Der Poel par exemple ne feraient pas partie de cette ligue. Pour l'instant, leurs équipes n'ont pas annoncé la volonté de faire partie de One Cycling. Donc c'est quand même la plus grande course du monde et les deux plus grands coureurs du monde et peut-être parmi les plus grands coureurs de tous les temps qui ne feraient pas partie de cette association, et donc c'est quand même un frein majeur. Mais moi je mets en garde contre cette ligue fermée qui crée quand même beaucoup de dérives. On a besoin d'instances indépendantes et de fédérations qui gèrent, qui régissent et qui contrôlent ce qui se passe, sinon ça porte à beaucoup de dérives, qu'elles soient financières, en termes de dopage également, ça peut être dangereux, de sécurité des joueurs et d'avenir pour les joueurs, en l'occurrence pour les coureurs. Donc méfiance, je préférais qu'ASO fasse quelque chose, très honnêtement, en association avec l'UCI pour que One Cycling ne voit pas le jour. C'est mon avis, c'est encore un petit peu flou. Si on a plus d'informations plus tard, évidemment, on reviendra vers vous. À noter qu'on prépare des enquêtes assez précises sur, d'une part, l'essor du cyclisme féminin et d'autre part, sur le modèle du cyclisme professionnel, justement pour essayer de répondre à toutes ces questions, puisque ça fait plusieurs saisons que des changements sont demandés par les coureurs eux-mêmes dans le fonctionnement des équipes professionnelles, de façon à rétablir l'équité entre les équipes et entre les coureurs, et aussi à assurer une meilleure pérennité, une meilleure sécurité de l'emploi finalement chez les coureurs. Donc voilà, sachez que des enquêtes de notre côté sont en cours pour répondre à toutes ces questions. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, suivez bien l'actualité puisque on est sur le coup. Pour terminer avec One Cycling, c'est quand même, donc je l'ai dit, 11 des 18 équipes du World Tour. On retrouve notamment Ineos, IF, EasyPost, Soudal Quickstep, Visma Lease the Bike et Red Bull Bora. Donc quand même des mastodons. Avec des équipes un peu plus suiveuses qui sont intéressées mais qui ne sont pas forcément moteurs, comme la Lidl Trek, Intermarché Wanty, Bahrain Victorious ou même Decathlon du côté Decathlon H2R mondial. Du côté des équipes françaises, les absents notoires, je l'ai dit, UAE et Alpecin de Koenig, et aussi Groupama FDJ, c'est un petit peu moins une surprise. Voilà, c'en est fini pour ce show. Pas mal de sujets d'actualité à débattre. Je serais ravi de voir vos avis dans les commentaires et qu'on puisse échanger sur tous ces changements en profondeur et sur l'état du marché, par exemple, sur les résultats à la suite de la saison. Donc n'hésitez surtout pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à le faire savoir. C'est toujours bon pour nous, pour savoir si ça vous plaît ou pas. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, etc. Et surtout, si vous voulez rouler un petit peu en soirée, n'oubliez pas que le mercredi à 19h30, il y a le GCN Ride sur Zwift, comme toujours, animé par un présentateur GCN. Ce sera notre collègue anglais Oli, vous savez, le blond un peu beau gosse, qui est souvent sur GCN Tech et qui parle français. Donc si vous voulez lui parler, poser des questions en français, il sera ravi de travailler, de pratiquer un petit peu la langue. Il adore ça. Donc si vous voulez rejoindre une sortie collective sympa où tout le monde roule ensemble et peut se dépenser et discuter, c'est mercredi sur Zwift à 19h30. D'ici là, on souhaite bonne chance à Max pour la Traca. Si vous voulez suivre, je suppose que sur ses réseaux et sur ceux de la course, ce sera possible. Et sinon, on le retrouvera lundi en pleine forme ou pas, on verra. Mais en tout cas, il sera là pour le GCN Show la semaine prochaine. Et passez une bonne semaine et roulez bien. Ciao, ciao.